Mikili Live. C'est pas le même temps. Moi, en fait, vous avez la mission. C'est comme vous êtes plutôt. Mesdames, Messieurs, depuis ce matin, notre gouvernement a suivi avec stupéfaction la sortie en boucle de Radio France Internationale sur notre pays. Faisant écho à un rapport d'audit de la Cour des comptes européenne, ce média s'est livré à un bien curieux bilan comptable quant à la manière dont la République démocratique du Congo, notre pays, serait responsable de l'affectation hasardeuse et d'une mauvaise gestion systémique de l'aide accordée à notre pays par l'Union européenne entre 2003 et 2011. Une aide évaluée à près de 2 milliards d'euros. C'est en fait une sorte d'acte d'accusation formulé par la Cour des comptes européenne contre la Commission européenne que certains s'efforcent de transformer déjà en preuve de culpabilité, de corruption et de malgouvernance contre la République démocratique du Congo. RFI fonde sa démonstration contre la RDC sur un amalgame. En effet, dans le commentaire au vitriol que nous avons tous eu à suivre ce matin à plusieurs reprises, il est question notamment 1. de l'évaporation des financements destinés à certains projets sectoriels, 2. de la hauteur des émoluments de nos députés nationaux placés à un niveau 13 000 $ qu'ils n'ont jamais atteint, 3. des crédits budgétaires alloués aux différents services publics fonctionnant sous l'autorité du président de la République, du Parlement et du Premier ministre, qui serait trop élevé. 4. de l'élection présidentielle de 2011, dont la Cour des comptes européenne s'est auto-attribué les compétences de juge du contentieux électoral en République démocratique du Congo. 5. de la pauvreté de certaines de nos provinces, victimes, selon la Cour des comptes européenne, de la mauvaise conduite du processus de la décentralisation dans notre pays. Et 6, last but not least, comme disent nos amis les Anglais, la Cour européenne des comptes a perdu la trace de 1000 policiers congolais qui ont été formés grâce à la coopération européenne pour la sécurisation du processus électoral de 2011. Mais que ces messieurs de la Cour des comptes européenne ne retrouvent plus. Comme si les éléments de notre police nationale, lorsqu'ils sont formés par une coopération, sont à la disposition de cette coopération. Nous ne pouvons plus les affecter là où le gouvernement estime qu'on a besoin d'eux. Mesdames, Messieurs, la lecture croisée des dépêches qui ont rendu compte de cette passe d'armes entre la Cour des comptes européenne et la Commission européenne, et dans laquelle on veut absolument mêler la République démocratique du Congo sur cette question, impose ce constat. Comme à l'accoutumée, les chroniqueurs de Radio France Internationale n'ont pas fait dans la dentelle lorsqu'il s'agit de noircir le tableau concernant la République démocratique du Congo et ses dirigeants. Vous aurez constaté que tout un pan de cette actualité, concernant notamment la réaction de la Commission européenne, première accusée, qui permet de nuancer sérieusement les assertions infamantes contre la République démocratique du Congo, tout un pan donc a été occulté pour des raisons qu'il est facile d'imaginer.
Ce qui a été caché, c'est la réaction rassurante faite par M. Andris Pielbags, commissaire européen en charge du développement, qui a déclaré, en réponse aux accusations de la Cour des comptes, ce qui suit. La coopération au développement a eu un impact positif sur la gouvernance en République démocratique du Congo. Et il ajoute, il est prématuré de tirer des conclusions sur nombre de projets qui n'en sont encore qu'à leur début. Mais évidemment, nos amis de RFI n'ont pas entendu cela ou n'ont pas voulu l'entendre. Ils n'ont apparemment eu de l'attention que pour les allégations négatives qui évoquent de manière manifestement erronée les limites de l'efficacité du soutien de l'Union européenne à la gouvernance en République démocratique du Congo. Nous ne cesserons jamais de déplorer cette propension regrettable, de plus en plus irrépressible chez certains de nos partenaires, à se repaître de tout ce qui est susceptible de dévaloriser notre pays et ses dirigeants, qui sont ainsi réduits en l'état de souffre-douleur d'une certaine humanité par une certaine presse dite globale. Et nous ne l'accepterons jamais. La réalité est que les accusations proférées contre les autorités congolaises au sujet de la prétendue mauvaise utilisation des fonds de l'aide européenne à la RDC par les autorités congolaises ne reposent sur aucun fondement crédible. Nous pouvons parler d'abord de ce qui est reproché directement à la RDC. Nous avons vu, en ce qui concerne les émoluments des députés, qu'il s'agit simplement d'une affabulation. Nous allons voir maintenant ce qui concerne les budgets qui sont affectés à la présidence de la République et au service du Premier ministre, qui ne sont pas des budgets affectés à Monsieur le Président intuitu personne ou à Monsieur le Premier ministre intuitu personne, pour la simple raison que la présidence de la République, dans nos dispensations budgétaires, renferme toutes les dépenses de l'institution président de la République, mais aussi celles de tous les services attachés au président. Il s'agit des réserves stratégiques de la République, dont on ne peut plus démontrer l'importance. Il s'agit du journal officiel de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo. Il s'agit également de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications en République démocratique du Congo. Il s'agit du Fonds social de la République. Il s'agit de la clinique de la Cité de l'Union africaine. Il s'agit du site présidentiel de l'Ancélé qui est en pleine remise en état. S'agissant de Monsieur le Premier ministre, les budgets alloués à son bureau comprennent non seulement ceux de son bureau et de son cabinet, mais aussi ceux du secrétariat général à la primature, de l'unité médicale et surtout tous les programmes de stabilisation et de reconstruction des zones des conflits armés. Et vous savez qu'il y en a, et vous savez qu'il y a des besoins importants à ce niveau. Il y a aussi l'autorité de régulation des marchés publics et la cellule de gestion des marchés publics. Ceci pour dire qu'il est mieux parfois d'être informé avant de se livrer à des déclarations tonitruantes sur la gestion d'un pays qu'on ne connaît pas. D'autre part, depuis les années de la Deuxième République moboutiste, l'Europe, plus que d'autres partenaires de la République démocratique du Congo, a pris l'habitude de faire le bonheur des Congolais sans les Congolais, disons-le ainsi, en optant pour une autonomisation totale, jamais observée dans la plupart des pays, de la coopération avec notre pays qui fonctionne en véritable électron libre. L'implication des autorités légitimes de la République démocratique du Congo dans les processus d'initiation et de réalisation des différents projets de coopération à ce niveau est purement symbolique, vous le savez. Tout ceci pour vous dire que s'il est établi aujourd'hui que l'Union européenne a mal géré son aide à notre pays,
nous pouvons nous étonner que ce constat d'échec cherche à impliquer aussi les autorités congolaises dans ce dysfonctionnement. Nous dénonçons le fait que tout se passe dans cette histoire, comme si la Cour des comptes européenne voulait sommer la République démocratique du Congo à rendre compte de la mauvaise gestion de projets de développement auxquels les autorités congolaises n'ont jamais été associées financièrement. En effet, la conception, la définition et l'exécution de la grande majorité des programmes financés dans notre pays par l'aide européenne au développement ont été toujours le fait exclusif d'opérateurs choisis par l'Union européenne, dans l'Union européenne, sans aucune intervention de la partie congolaise. Je vous dirai pour la petite histoire que dans le secteur de la santé, par exemple, avant 2005, il y a eu le programme d'action transitoire, PAT, un programme d'urgence géré totalement par l'Union européenne. Par la suite, a été initié le 9e FED, Fonds européen de développement, confié théoriquement à une unité nationale de coordination, UNC, mais dont les fonds étaient dans la réalité gérés sur base des procédures établies unilatéralement par l'Union européenne jusqu'en 2009. À l'heure actuelle, le 10e FED opère suivant le même schéma, d'ailleurs consolidé. Géré théoriquement par une cellule d'appui à la gestion, CAG, du ministère de la Santé, la gestion au niveau financier a été confiée à 2 experts de l'Union européenne. On ne voit donc pas très bien par quelle alchimie les autorités de la République démocratique du Congo auraient été en mesure soit de mal orienter, soit de mal entreprendre les 10 projets, ou encore de dilapider des fonds destinés à ces projets qui, relevant exclusivement des gestionnaires européens, n'ont jamais été mis à la disposition des responsables congolais. En vérité, mesdames, messieurs, rares sont aujourd'hui les ministères de notre gouvernement qui disposent même des chiffres leur permettant d'indiquer la hauteur des fonds alloués à tel ou tel autre projet réalisé dans leur secteur par l'Union européenne. Là réside peut-être, vous le direz, le vrai problème. Bien que l'on doive leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes, compte tenu de la déliquescence dans laquelle se trouvait notre pays du fait de la longue guerre d'agression qui l'étouffe depuis près de 15 ans maintenant. Une longue guerre d'agression dont ni la fameuse Cour européenne des comptes, ni les commentateurs de RFI ne parlent. Peut-être parce que parler de la guerre dédouanerait ceux que l'on a décidé de vouer aux 1000 diables. Nous, gouvernement congolais, avons aussi notre lecture de certaines coopérations au développement avec quelques-uns de nos partenaires occidentaux, et notre lecture n'est pas des plus reluisantes. Nous dirons tout ce que nous en pensons le moment venu. Mais un exemple qui, bien que ne concernant pas directement l'Union européenne, peut vous éclairer. Imaginez l'émotion d'un de mes collègues en inspection à l'intérieur du pays sur un site où devait théoriquement se trouver un hôpital ayant coûté sur papier des centaines de milliers de dollars, lorsqu'il est tombé sur une bâtisse en pisé, donc en bout de bois et de boue et en toit de chaume. Nous parlerons de tout cela dans les jours qui viennent. Mesdames, Messieurs de la presse, nous n'aurons de cesse de nous insurger contre la tendance à rendre les atrocités, à rendre les autorités congolaises responsables de toutes les atrocités, responsables et comptables d'une mauvaise gestion des projets à la gestion desquels ils ont été écartés de manière formelle par leurs partenaires européens. En un mot, s'il y a mauvaise utilisation des financements gérés directement par l'Union européenne dans notre pays, c'est à l'Union européenne elle-même qu'on incombe la responsabilité
et non aux autorités congolaises qui n'interviennent généralement que in fine pour la cérémonie d'inauguration de projets qui lui sont remis clés en main, comme vous le constatez chaque jour. La sagesse des nations nous apprend que les victoires ont beaucoup de pères, mais que les défaites sont toujours orphelines. On pourrait donc à cet égard comprendre, sans nécessairement les justifier, les débordements de la Cour des comptes européenne sur une prétendue responsabilité des autorités congolaises dans la mauvaise gestion des fonds européens par des experts européens. Cependant, et dans ces conditions, nous devons condamner l'obstination peu professionnelle de certains médias à embrayer dans ce sens, parce que cette contre-vérité alimente l'image d'autorités congolaises, mauvais gestionnaires, qu'ils ont pris l'habitude de répandre aux quatre vents. Il n'est pas question pour autant pour nous de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous continuons à reconnaître l'apport essentiel de notre partenaire pour le développement qu'est l'Union européenne. Mais il est hors de question pour la République démocratique du Congo de souscrire à la démarche qui consiste à faire du bénéficiaire de l'aide un bouc émissaire commode pour justifier des malversations ou une mauvaise gestion dont il n'est pas responsable afin d'en dédouaner les vrais auteurs. C'est une question d'honnêteté, de transparence et d'équité, une question des valeurs que nous partageons avec l'Europe. Et c'est l'occasion pour le gouvernement de la République démocratique du Congo d'inviter ses partenaires à une redéfinition de la manière dont les partenariats stratégiques et préférentiels doivent se concevoir et se matérialiser. C'est aussi l'occasion d'appeler les médias qui couvrent l'actualité congolaise à une lecture plus objective et à un regard dépassionné dans le traitement des informations concernant notre pays. Avant le jeu des questions et réponses, je voudrais dire un mot sur l'arrivée dans le territoire de Rutshuru, à Tchenguerero et Djomba, de quelques civils, selon le rapport des autorités provinciales du Nord Kivu et de la société civile de cette province. Depuis quelques jours déjà, ces personnes sont signalées sur cette partie du territoire de Rutshuru. Il a été dit par des éléments du M23 qu'il s'agissait de réfugiés congolais qui rentraient du Rwanda vers leur pays, la République démocratique du Congo. Notre gouvernement tient dans un premier temps à marquer sa surprise parce qu'il n'a jamais été informé d'un mouvement de retour de réfugiés sur cette partie du territoire. Et l'aurait-il été que le gouvernement congolais aurait orienté ses compatriotes de retour vers un site moins dangereux en termes de sécurité qu'une zone occupée par diverses forces négatives, y compris le M23. Nous tenons à rappeler que depuis 2010, un accord tripartite a été signé entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin d'encadrer les retours de nos compatriotes qui sont au Rwanda et des Rwandais qui sont en République démocratique du Congo. Et que depuis la signature de cet accord tripartite, plusieurs familles de réfugiés congolais au Rwanda ont pu rentrer dans leur pays. Rappelons également que ce rapatriement de Congolais qui sont au Rwanda implique 4 entités, 4 parties. La première partie, c'est le gouvernement de la RDC, pays d'origine des réfugiés. La deuxième partie, c'est le gouvernement rwandais, pays d'accueil des réfugiés. La troisième partie, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui est l'instrument du droit international pour garantir la sécurité de ces gens et recueillir leur volonté de pouvoir rentrer, puisqu'un retour ne peut être que volontaire. Et la quatrième partie, c'est le réfugié lui-même, pris individuellement, qui doit exprimer, manifester
sa volonté de retour. Et si tant est que les personnes qui sont signalées aujourd'hui à Djomba et à Chenguerero sont des réfugiés, encore faut-il que nous soyons certains qu'ils ont manifesté le désir de pouvoir rentrer dans ces conditions-là et dans cet espace-là. Et il nous est permis de douter de cela, parce que ce sont des familles entières, et on voit mal un père de famille qui accepterait de gaieté de cœur de ramener femmes et enfants sur un site où on se bat, sur un site où il y a des forces négatives qui tirent des coups de feu, qui violent femmes et enfants, qui pillent du bétail et tout le reste. Donc nous doutons fort qu'une volonté ait été exprimée. Alors nous demandons au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de nous éclairer sur cet événement, parce que nous n'avons pas été informés. Il n'est pas concevable qu'un tel mouvement de retour s'opère sans que l'une quelconque des 4 parties que je viens de citer ne soit tenue au courant. Or, le gouvernement congolais n'a pas été tenu au courant, et nous attendons dans les heures qui viennent que le HCR nous informe si lui a été tenu au courant, mais nous a tenus dans l'ignorance de cet événement qui nous concerne au premier chef, s'agissant de compatriotes qui rentrent chez nous et auxquels nous devons accueil, sécurité et réinsertion. Nous avons également demandé des explications à nos voisins rwandais, co-signataires avec nous de cet accord tripartite de 2010, qui a permis déjà le retour sain et sauf au Congo de plusieurs réfugiés congolais qui étaient au Rwanda, de nous expliquer comment ils ont pu laisser partir, parce que ces gens sont sortis du Rwanda, comment le Rwanda a pu laisser partir des gens du Rwanda vers la RDC sans nous prévenir, et comment ils ont accepté qu'ils partent vers une zone que le gouvernement qui a signé l'accord tripartite avec eux ne contrôle pas. Voilà des questions qui se posent et pour lesquelles, sans s'énerver inutilement, nous cherchons des réponses. Et enfin, je dirais que le rapatriement des réfugiés congolais du Rwanda concerne les 4 entités que j'ai citées, les 2 gouvernements, congolais et rwandais, le HCR et le réfugié lui-même. Mais nous ne voyons pas par quelle alchimie une cinquième partie fait irruption, le M23. Qu'est-ce que le M23 vient faire dans le rapatriement des réfugiés congolais au Rwanda? Le M23 n'est ni signataire de l'accord tripartite, le M23 n'est pas l'autorité en charge du territoire de la République démocratique du Congo, il n'a aucune légitimité, il n'a été élu par personne, et donc c'est quelque chose qui suscite une suspicion tout à fait légitime et qui peut donner lieu à des interprétations telles que nous en entendons maintenant dans le chef de la société civile ou d'autres sources dans le Nord Kivu. Le gouvernement préfère se réserver quant à ce, parce que des enquêtes sont en cours pour déterminer d'abord s'il s'agit effectivement de réfugiés ou d'autres catégories de personnes. Et dans ce cas, nous vous tiendrons informés de la position que nous aurons prise. Et dans l'entretemps, nous espérons avoir reçu des éclaircissements de la part et de notre voisin et partenaire dans l'accord tripartite de 2010 et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Voilà ce que j'avais à vous dire cet après-midi. Je vous remercie. Bon. Elisabeth Serroch, je travaille pour RFI. Comme il y a été ici beaucoup de questions de RFI, je me dois évidemment de répondre à ce que M. le ministre vient de dire. J'entends vos critiques, M. le ministre. Je tiens juste à préciser tout de même que la Cour européenne, il s'agit d'un rapport de la Cour européenne des comptes qui épingle la Commission européenne et non pas l'État congolais, et c'est aussi ce qui a été dit sur RFI. Par ailleurs, vous avez pu réagir sur notre antenne. Nous sommes ici cet après-midi et je voulais vous demander, dans le cadre de ce que vous disiez, quelle est votre réaction finalement en tant qu'État à cette mauvaise gestion dénoncée des fonds européens, hein, je parle bien de la mauvaise gestion des fonds européens dénoncée par la Commission européenne des comptes. La Radio Capi. Monsieur le ministre, ma question c'est sur cette aide européenne. Environ 70% sont en matière de sécurité et de politique. Vous venez de le dire tout à l'heure que le gouvernement congolais n'intervient nulle part dans la gestion de cet argent.
Mais pourquoi les gouvernements tolèrent-ils? Présidence, mais aussi des parlementaires qui ont été vilipendés. Les 7. Monsieur le ministre, les concertations touchent à la fin et de plus en plus il est question d'une formation d'un gouvernement d'union nationale au nom de l'exécutif national. Confirmez-vous cette information? Et l'opposition vous accuse, vous, de la majorité, et surtout ceux du groupe thématique gouvernance, démocratie, réforme institutionnelle, de tenter à travers leur résolution de modifier la Constitution. Comment réagissez-vous? Les chaussées, surtout l'oscoulage. Est-ce que vous êtes arrivé de parler de cette question dans le Conseil des ministres? Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci. Vous pouvez réagir. Il faut dire que je ne me formalise pas du tout. Nous répondons à une façon de rendre compte qui nous a paru un peu pas favorable à l'image du gouvernement de la RDC, mais c'est tout. Notre réaction, au fond, quant à cette dénonciation de la mauvaise gestion de fonds de l'aide européenne, c'est qu'effectivement l'aide européenne pourrait être mieux utilisée. C'est le point de vue du gouvernement. Nous n'avons jamais cessé de plaider auprès de nos partenaires une implication des acteurs congolais dans la mise en œuvre d'une aide qui est destinée à la République démocratique du Congo. Ce que nous contestons dans la dénonciation qui est faite par la Cour des comptes européenne, c'est cet amalgame qui laisse croire que les autorités de la République démocratique du Congo partagent en une façon ou une autre la responsabilité de ce gaspillage que l'on dénonce, alors que depuis, avant même notre avènement, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu des dysfonctionnements qui ont été constatés et qui ont amené l'Union européenne à éloigner les partenaires congolais de cette gestion. Non, nous avons trouvé ce schéma-là. C'était depuis les années Mobutu qu'on a décidé que les partenaires européens devaient faire tout pratiquement à la place des partenaires congolais, et lorsqu'ils ne peuvent pas, ils confient ça aux ONG qui viennent toujours de l'Europe. Et donc c'est une forme d'infantilisation que nous vivons assez mal. J'ai moi-même écrit un livre là-dessus, on l'a présenté il y a quelques années. Nous vivons assez mal cela, et cette publication de la Cour européenne des droits de l'homme est une occasion, des comptes est une occasion pour nous de rappeler que les choses peuvent et doivent se faire autrement. Que c'est vrai qu'il n'y a pas de paradis sur terre, qu'il peut y avoir des dysfonctionnements, que cette aide reste indispensable, mais il faut que nous sachions partager la responsabilité. Il faut que nous arrivions, nous aussi, à maîtriser les mécanismes de gestion. Et si nous ne sommes pas associés, eh bien, nous resterons un peuple infantilisé jusque quand? Jusqu'à la fin des temps. C'est quelque chose qui heurte la conscience des gens de ce pays, et nous le disons en ces termes-là. Des critiques ont été formulées par la Cour des comptes européenne sur la gestion par les Congolais des crédits budgétaires qui viennent du Congo, ou une méconnaissance de nos réalités. Dire que quand on a formé des policiers pour nous, nous devons chaque matin aller les présenter à ces messieurs qui représentent l'Union européenne. Non, pas du tout. Vous pouvez former des policiers pour le gouvernement et ils décident, après une certaine époque, de les envoyer à Matadi, de les envoyer à Lubumbashi, de les envoyer à Goma. C'est ça la souveraineté d'un État. Mais comment un responsable de la Cour des comptes européenne peut dire « j'ai perdu la trace des 1000 policiers qu'on a formés ». Est-ce qu'on les met à la disposition de ces messieurs de l'Union européenne? Non. Vous les formez pour nous, pour le gouvernement. Demain, nous les laisserons. Un autre gouvernement viendra. Je n'ai pas le droit de dire « j'ai perdu la trace du policier qu'on a formé ». Non. C'est celui qui sera là à ce moment-là, qui sera comptable de là où ils envoient réparer des observations là-dessus. Nous les partagerons avec nos partenaires de l'Union européenne et nous en informerons notre pays, parce qu'il s'agit ici des valeurs de la question du pourquoi cette tolérance. Mais je vous réponds que l'état du pays, la déliquescence générale du pays dictait qu'on ne soit pas trop regardant sur les conditions.
Bon, on se remet sur pied de plus en plus, il va falloir y réfléchir, aussi bien nous-mêmes que nos partenaires auxquels nous appelons à s'associer à cette réflexion. La troisième question, c'est de savoir si nous allons publier les différents budgets de la présidence, de la primature, des institutions parlementaires qui ont été épinglées aujourd'hui. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi cette question. Est-ce qu'il a été un jour élaboré un budget en République démocratique du Congo dans lequel ces rubriques étaient cachées? Je vous prends à témoin ici, vous lisez tous les budgets de la République tels que nous les élaborons, jamais vous ne verrez présidence de la République blanc, primature blanc, Assemblée nationale. Non, tous les chiffres sont dedans. Et si la Cour des comptes européenne peut dire aujourd'hui qu'il y a des montants plus importants là-bas qu'ailleurs, c'est parce que ces chiffres sont publics. C'est parce qu'ils sont mis à la disposition du public. Vous pouvez entrer dans l'adresse, le compte Internet de l'Assemblée nationale et vous aurez accès à ces budgets. Au ministère du budget, la même chose. Il y a des volumes qu'on a distribués à la presse. Chaque ministère en reçoit. Vous trouvez là-dedans combien est alloué à la présidence, combien est alloué au service du Premier ministre, combien à l'Assemblée nationale et combien au Sénat. Donc ce ne sont pas des rubriques qui sont secrètes. Elles sont toujours publiées et le débat sur le budget est un débat qui se déroule en direct, exactement comme nous faisons maintenant. Quand je parle, le Congolais qui est à Kasumbalesa est en train de nous suivre, celui qui est à Goma le fait, et donc de la même façon, quand nous discutons budget au Parlement, tous les Congolais suivent en temps réel. Et nous associons maintenant, on a pris l'habitude d'associer les forces vives, les syndicats, les différentes associations de la société civile à l'élaboration du budget. Ils assistent avec nous à la conférence sur l'allocation des moyens au niveau du ministère du budget. Donc il y a pas mal d'évolutions qui existent aujourd'hui dans le pays pour garantir la transparence de cet exercice de répartition des moyens que la nation se donne pour se construire. Et il y a cette histoire des accusations formulées à l'endroit du groupe thématique gouvernance, démocratie, réformes institutionnelles, de vouloir modifier la Constitution. J'appartiens à ce groupe thématique, donc je peux en dire un mot. D'abord, le gouvernement d'union nationale, ça a sa définition. C'est un gouvernement où un certain nombre de partis politiques ne partageant pas une même vision se mettent ensemble et partagent en fait un programme politique, partagent en fait des responsabilités au sein des différents segments de l'exécutif pour réaliser le nouveau programme qu'ils auront élaboré. Je n'ai rien entendu de tel pendant les concertations, ni dans le discours du président lorsqu'il donnait des orientations pour les concertations. J'ai par contre entendu, et vous tous avec moi, le président, le jour de son investiture. C'est parce qu'on ne fait pas souvent attention aux séquences historiques. Le jour de son investiture, le président a offert à tous les Congolais, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, qui partagent sa passion pour la RDC, de participer avec lui dans un exécutif d'ouverture. Donc le président s'est engagé à appliquer une gestion d'ouverture. Et il a fait en prenant deux personnalités de l'opposition dans la première équipe de la législature à laquelle j'appartiens. Vous avez deux ministres qui viennent de l'opposition. Maintenant, est-ce qu'il va élargir cela? C'est tout à fait vraisemblable. Mais il ne s'agit certainement pas d'un gouvernement d'union nationale, dans le sens où vous et moi l'entendons, c'est-à-dire des programmes qui fusionnent, etc. Le président a gagné légitimement les élections sur base d'un programme, d'une vision, c'est celle-là, c'est celui-là qui va se poursuivre, mais avec une possibilité de s'ouvrir sur d'autres forces qui adhèrent à cette vision et qui voudraient aider à consolider la cohésion nationale. Le maître mot, c'est la cohésion nationale face à l'agression qui est en train de nous préoccuper à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça le point d'ancrage. C'est ça la matrice de ce qui pourrait sortir, parce qu'il n'a encore rien dit. Il faut attendre qu'il le dise le jour où il vient clôturer les instances des concertations nationales.
et réformes institutionnelles, il y a une phrase qui est revenue en liminaire, c'est qu'en aucun cas les participants à cette thématique ne permettront que la Constitution, expression de la volonté du peuple, ne soit touchée, particulièrement dans ces dispositions rendues intangibles par la volonté du peuple souverain. C'est donc l'article 220 de la Constitution, mais on n'a même pas voulu parler de l'article 220, on a cité mot pour mot ce qui est dans l'article 220. Alors, partir de là, pour venir me faire croire que le groupe thématique gouvernance veut modifier la Constitution, sincèrement, il faut prendre des gens pour des demeurés. Donc il n'y a aucun projet de cette sorte, mais il y a des gens qui veulent jouer à l'intéressant, qui veulent attirer l'attention en annonçant des drames, en annonçant la terre qui va trembler, etc., et en annonçant ici la révision des dispositions bloquées de la Constitution. Je peux vous le dire, ce n'est prévu par personne dans la majorité, ni par le président, ni par aucune instance de la majorité. J'espère que ceci est clair et que ça peut éclairer votre religion. Africa News sur la mauvaise gestion de l'aide de l'Union européenne. Je suis au courant de ce qui s'est passé lorsque une dénonciation avait été faite et qu'un procès vous a été intenté. Aujourd'hui, l'Europe elle-même est obligée de constater qu'il y a des problèmes. Je pense que c'est tout à fait à votre honneur. Et Cour européenne des comptes.